Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'une enquête de Splone, qui est un média d'investigation breton. Splane est né il y a quelques mois à Guingamp via des journalistes qu'on connaît bien ici et grâce à un financement participatif. L'idée c'est d'avoir des journalistes indépendants pour enquêter sur l'agro-business, une gigantesque mafia en Bretagne qui participe à la destruction de notre région et de notre agriculture. D'ailleurs, le Canard lance lui aussi son financement participatif pour engager des gens et pour produire de belles vidéos, notamment pour donner écho à des enquêtes indépendantes comme chez Splone. Donc si vous voulez que Guingamp dépasse la Picardie dans le classement des meilleures régions pour médias indépendants, le lien est en description. Bon, ça c'était pour le début. En vrai, dans cette vidéo, on va parler d'un sujet, l'ammoniac. L'ammoniac est un composant chimique noté NH3 qui est naturellement présent sous forme de gaz et qui a la particularité d'être toxique pour l'homme. L'ammoniac est émis principalement par l'agriculture qui l'utilise via ce qu'on appelle les engrais azotés ou via les déjections qui, en se détériorant, émettent de l'ammoniac dans l'air. Sans oublier les méthaniseurs qui font de même avec leur digestat. En France, 95% des émissions d'ammoniac viennent de l'agriculture et en Bretagne, 99% de ces émissions sont issues de l'élevage. En tout, un peu moins de 20% des émissions nationales sont faites en Bretagne. Faut dire aussi que la Bretagne rassemble 60% du cheptel national de porcs, 30% pour les poulets et 20% pour les bovins. Autant de déjections produits qui se transforment en ammoniac et en particules fines qui vient s'insérer dans nos corps directement dans le sang parce que ça passe les parois pulmonaires. En France, ça produirait entre 48 000 et 67 000 morts selon les sources. À Saint-Malo, où il y a une grande usine de production d'engrais, il y a un surplus de 11% de cancers. L'enquête montre aussi des liens de problèmes respiratoires agricoles qui est lié à la densité des élevages. Donc ça touche tout le monde, oui, mais surtout et en particulier les agriculteurs et les ouvriers agricoles. Il existe une association qui s'appelle Airbraise et qui a pour but de mesurer la qualité de l'air dans la région. En 2002, ils avaient déjà fait une analyse où, en gros, ils voyaient que c'était la merde. Sauf que, faute de moyens, ils n'ont pas pu faire d'autres analyses avant 2019. Et ça, c'est un peu logique parce que le financement de cette taxe, elle se fait via l'industrie et pas du tout via l'agriculture. Ce qui fait que la région la plus polluée par l'ammoniac de France est aussi celle qui a l'association de qualité d'air la moins financée. Autre problème, à l'échelle nationale, l'ammoniac n'est pas reconnu comme dangereux, empêchant du coup la prise en compte des risques. La seule visibilité qu'on ait, c'est des déclarations d'agriculteurs lorsqu'ils dépassent certains seuils. Pour les porcs, suite à un lobbying de la FNSEA, le seuil est passé de 450 à plus de 2000 têtes. Et pour les exploitations bovines, c'est même pire parce qu'elles sont pas du tout prises en compte, alors qu'en Bretagne, tu as énormément de grosses exploitations avec des vaches. Donc en gros, plus ça va, moins on a de visibilité. Et quand les institutions s'occupent du problème, ils le font avec leur lenteur coupable. L'ANSES établit par exemple un seuil de danger de 500 nanogrammes par mètre cube, ce qui est 5 fois plus élevé que dans d'autres États américains par exemple, et qui ne permet donc pas du tout de mesurer réellement la dangerosité de l'exposition. L'ODEM a mis en place une plaquette de bonnes pratiques agricoles, mais sauf que ça remet pas du tout en question l'élevage intensif hors sol et que ça règle pas les problèmes. En 2021, le gouvernement, avec 2 ans de retard, annonce vouloir supprimer le matos d'épandage trop dangereux. Sauf que dans les faits, rien n'a été fait justement. La suppression du matos est exceptionnelle et le questionnement sur le mode de production est absent. Et quand la Convention citoyenne pour le climat, le Trésor public ainsi que le Conseil économique, social et environnemental proposent une taxe sur les engrais azotés, le gouvernement le refuse. Officiellement, c'est pour un problème de concurrence, évidemment, parce qu'on sera trop taxé et du coup, tu vois, les produits ne seront pas au même prix. Mais officieusement, ce qu'on sait, c'est que le directeur de cabinet du ministère de l'Agriculture est un ancien de chez Roulier, qui est une énorme entreprise qui fabrique des engrais azotés. Quand on s'intéresse à l'agro-business, on se rend compte que ce genre de conflit d'intérêts-là est présent, mais à toutes les échelles. Mais sur la loi climat, résilience et langue de bois, cette taxe est bien présente. Du coup, c'est chouette. Sauf que c'est des taxes qui sont envisagées pour des structures qui déclareraient sur 2 années consécutives une hausse de l'émission d'ammoniac. Des taxes envisagées. T'imagines si nous aussi on avait des taxes envisagées, tu vois, au supermarché, la TVA c'est envisagé, c'est si on veut ou pas, tu vois. Non, les taxes envisagées c'est que pour les copains et le reste, on se débrouille. Bref, encore une fois, de la part de la Macronie, c'est du foutage de gueule. C'est pas étonnant. Mais rassurez-vous, l'Europe a demandé à la France de baisser de 13% ses émissions d'ammoniac. Super, nous vous la sauver. Sauf que la France ne va rien respecter. En Bretagne, ça augmente même et qu'il n'y a aucune contrainte. Mais bon, c'est cool, l'Union européenne d'avoir essayé cette courageuse tentative. Voilà, tant pis quoi. Autre problème majeur issu de l'agriculture intensive et de l'ammoniac, le fait que les rivières sont régulièrement empoisonnées en France suite à des accidents.
En avril, la Panzée, par exemple, a été victime d'un rejet d'ammoniac d'une exploitation agricole qui a tué toute vie dans la rivière. Dans l'Aune, c'est 400 000 litres de digesta issus d'un méthaniseur qui a privé d'eau du robinet 180 000 personnes pendant 5 jours. Des accidents qui sont évidemment prévisibles, qui sont totalement inhérentes à ce genre de production et qui surtout a eu le soutien implicite des différentes institutions étatiques. Le méthaniseur de l'Aune a été mis en route il y a 2 ans par Engie et a reçu 2 millions d'euros de subventions publiques. Des méthaniseurs qui sont largement soutenus par nos chers élus La République En Marche du coin, même lorsque leurs propriétaires sont des pollueurs notoires. La PAC, fidèle à elle-même, finance, elle, les grosses structures industrielles au détriment des petites structures peu dangereuses et peu polluantes. Des politiques qui passent totalement à côté des enjeux liés à l'ammoniac quand ils essayent de contrôler à minima les choses. Splan énumère les nombreux programmes d'aménagement des territoires qui sont critiqués par la mission régionale de l'autorité environnementale. Les élus passent entre sous-estimation et désintérêt complet, comme à Guingamp où la qualité de l'air n'a jamais été abordée, malgré les gros projets en cours que nos élus votent les yeux fermés. Concernant les exploitations agricoles, le danger n'est jamais anticipé et notamment lorsque tu as des effets de cumul quand tu as plusieurs exploitations qui sont voisines. Autre exemple, à Languélan où il y a une usine de poulets soutenue par la région qui est en projet et rien n'est analysé pour des raisons financières. Ils disent juste que tout est sans danger et du coup, il n'y a pas besoin de faire des mesures ou quoi que ce soit, sans expliquer d'où viennent ces affirmations comme quoi l'ammoniac ne serait pas dangereux. Donc en gros, le raisonnement, c'est que vu que ça coûte trop cher pour être bien fait, on va le faire mal. Et du coup, il y a plein de problèmes. La boîte norvégienne Yara, elle, ne déclare rien du tout pour éviter les ennuis, et quand ça dépasse la norme, la préfecture, grâce à des réformes de la Macronie, peuvent faire des dérogations et le font. En gros, l'agrobusiness n'est pas suffisamment rentable pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de sécurité pour protéger les gens et les agriculteurs. Et du coup, les politiques préfèrent subventionner largement ce modèle plutôt que de faire autre chose. Ce qui est pas logique en fait. En fait, c'est toujours le même reproche qu'on fait. C'est que rien n'est planifié, rien n'est préparé, tout est fait à l'arrache et tout est fait pour essayer de garantir un maximum de profit pour quelques entreprises. Et les élus, là-dedans, c'est juste des courroies de transmission de tout ce bordel. La région Bretagne finance largement les méthaniseurs, mais aussi les structures gazéoducs pour les relier aux différents réseaux. Elle va même jusqu'à devenir actionnaire de grosses boîtes d'agro-business à côté d'autres multinationales, et ça à coût de millions. C'est juste un colossal conflit d'intérêts. Splan finit avec un petit papier sur Saint-Malo et le port de Saint-Malo, qui est à la fois la première zone touristique bretonne, mais qui est aussi une zone où tu as 400 000 tonnes d'engrais azotés et chimiques qui circulent, dont la moitié qui est issue d'une entreprise, c'est l'entreprise Roulier, avec une filiale qui s'appelle Timac. À la base, la boîte Bois du Merle, qui est connue en agriculture pour être un des rares amendements à faire sur un sol trop acide. Ils produisent à côté 5 millions de tonnes d'engrais azotés chimiques, émetteurs d'ammoniac, dont 340 000 directement dans le port de Saint-Malo. Le problème, c'est que l'usine dans le port est seulement réglementée pour le broyage de coquillages, ce qui fait que pendant 15 ans, ils n'ont rendu aucun compte sur leur pollution. Alors même que dans tout le port, ça puait la patate pourrie et que ça provoquait des irritations aux passants. Donc je répète, 15 ans d'impunité où les pouvoirs publics ont fermé les yeux sur le problème. Et il a fallu le courage de quelques associations comme Eau et Rivière et Ozon pour qu'enfin le mur du silence soit brisé. En fait, il y a énormément de choses dont on ne saurait rien. On doit énormément à quelques personnes. Ce qui montre bien que le militantisme, ça marche, et que si toi aussi tu t'y mets, on pourra faire des trucs de fou, tu verras. Suite aux plaintes, les premiers relevés indiquent un dépassement très régulier et largement au-dessus du seuil autorisé. L'usine se révèle être la 10e émettrice nationale d'ammoniac, et elle est quasiment sans contrôle. La boîte se justifie en disant que le dépassement des seuils, c'était pour la production d'un produit phare, t'imagines ? Ça, c'est pour vous dire à quel point ces entreprises se croient tout permis. Un autre élément déclencheur a été un accident du travail d'une salariée en 2004 dans l'usine qui est tombée dans les pommes à cause de l'air toxique. Reconnue par la Sécu comme accident du travail, elle a été virée pour inaptitude de la Timac car elle avait dénoncé l'ammoniac qui, officiellement à l'époque, n'existait pas dans l'usine. L'un des responsables qui l'a viré a fini président de santé au travail au pays de Saint-Brieuc et fricote dans de nombreuses institutions et lobbies. Et quand Timac se défend, c'est avec des rapports bidons qu'ils ont eux-mêmes financés et qui a été mené par un lobbyiste notoire de l'agrobusiness. Bref, l'impunité se drape d'innocence. Ça fait donc 2 ans que les infractions sont constatées et la boîte a reçu 2 amendes, une première de 5 000 € et une deuxième de 1 500 €. Donc ça, c'est ce que font les élus courageux de Saint-Malo et de la région Bretagne.
5 000 € et 1 500 €. Et il n'y a toujours pas de reconnaissance des rejets des métaux lourds, alors que Saint-Malo est le port le plus pollué dans ce domaine en Bretagne, avec un gros taux de cadmium issu du phosphate utilisé pour l'engrais qui provoque des cancers. Le CHU de Saint-Brieuc avait d'ailleurs prévenu la mairie, qui avait juré qu'elle s'en occuperait avec l'ARS, sauf qu'aucune suite n'a jamais été donnée. L'ARS est sous la hiérarchie du ministère, ce qui fait que l'ensemble des contre-pouvoirs sont gérés par le pouvoir lui-même. C'est ce qu'on appelle un énorme conflit d'intérêts, aussi nommé la 5e République. Quant aux nombreuses infractions de l'usine, elles n'ont jamais été rendues publiques par la mairie. Il a fallu encore une fois l'intervention d'Eau et Rivière pour les publier, avertissant de la sorte les élus régionaux, les citoyens. Un pouvoir qu'on retrouve tout sourire lors de l'inauguration du Centre mondial de l'innovation, financé par l'Union européenne pour l'entreprise Roulier, une boîte dont le créateur a créé de nombreux lobbies pro-industriels. Bref, cette histoire est caricaturale du problème qu'il y a en Bretagne. Donc, pour conclure, l'agrobusiness en Bretagne est à la fois soutenu économiquement avec énormément de subventions pour faire en sorte que ce soit rentable, soutenu politiquement qui ferme les yeux sur toutes les dérives et qui fait en sorte de ralentir toutes les réglementations, mais soutenu aussi implicitement par les médias traditionnels qui ne font tout simplement pas le taf de journalistes. Enfin, aucun évidemment, sauf quelques indépendants comme Asplund, comme Inès Leroux ou Morgane Large, qui, je le rappelle, on a essayé de tuer il y a quelques semaines, quelques mois, tout simplement parce qu'elle enquêtait sur l'agrobusiness. Et même face à ça, on n'a pas de réponse politique, tu vois, on a essayé de buter une journaliste pour protéger l'agrobusiness, t'as rien quoi. T'as eu une phase d'euphorie, d'auto-congratulation des médias mainstream en se disant « Mais oui, regardez, le journalisme, c'est incroyable !» Sur France Inter, tout ça, mon Dieu, le journalisme. Mais en fait, au final, t'as rien. T'as pas eu d'enquête véritable, à part ceux menés par Splane qui sont indépendants. Et ça, c'est vraiment symptomatique d'un mal qui est en train de ronger la Bretagne, et heureusement qu'on a quelques journalistes qui font le boulot, sinon ce serait encore pire. Bon, au-delà de la corruption des élus, au-delà du fait qu'il y a un financement dégueulasse qui se fait, qu'il y a des conflits d'intérêts énormes, il y a une question que tout ça pose, c'est la surconsommation de la viande dans notre société. Et je dis bien la surconsommation de la viande, pas juste la consommation. C'est pas un débat sur le végétalisme et tout ça, peut-être un jour. Mais là, c'est vraiment le fait qu'on mange beaucoup trop de viande et surtout qu'on produit beaucoup trop de viande. Parce que même avec un matériel d'épandage un peu plus pro et en mettant des bâches comme ça sur les déchets, bah ça va rien changer en fait. Le problème de l'ammoniac, il va rester tant que cette production sera aussi forte et tant qu'on va continuer avec des énormes projets où tu vas entasser encore plus, toujours plus d'animaux qui vont faire énormément de déchets qu'on va pas pouvoir gérer. Tant qu'on continuera sur cette voie-là, il y aura des morts et des empoisonnements chez les gens, mais surtout chez les agriculteurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'agrobusiness comme ça et la FNSEA, c'est quand même les premiers fossoyeurs de l'agriculture en France. C'est eux qui ont détruit ce métier-là. C'est eux qui ont endetté des dizaines, voire des centaines de milliers d'agriculteurs. C'est eux qui sont en train de transformer les agriculteurs en simples prolétaires de coopératives monstrueuses qui décident de tout, et notamment de la paupérisation de la classe agricole. Lutter contre la FNSEA et lutter contre l'agrobusiness, c'est lutter pour une agriculture qui est plus paysanne, qui est plus saine, qui est plus fière d'elle, qui produit quelque chose qui a du sens et qui est aussi, faut pas l'oublier, qui est plus viable économiquement et plus créatrice d'emplois. Et me sortez pas que l'agrobusiness c'est quelque chose de rentable et tout ça. Non, on a vu que c'était pas rentable et que ça vivait que de subventions. On a besoin d'agriculture paysanne. Voilà. Et peut-être comme ça les agriculteurs arrêteront de se suicider. Je sais pas, je pose ça là. Bref, il faut faire une transition agricole et organiser la décroissance. La décroissance du système agrobusiness, notamment en breton, pour faire en sorte que tout le monde puisse bien manger et que les paysans soient fiers d'eux et que les élus soient fiers d'eux. Il faut juste essayer de faire en sorte que la décroissance du système industriel aille en parallèle avec une montée du système paysan, tout en faisant en sorte que les produits qui sont produits par les paysans puissent être redistribués à tout le monde et notamment les plus pauvres. Et ça, c'est un problème politique qui est hyper intéressant, qui est vraiment hyper intéressant quand tu as un politique un peu noble qui te pose la question de comment organiser la société, tout ça. On peut poser par exemple la question de la sécurité sociale et alimentaire, comme on l'avait fait dans une précédente vidéo. On peut poser la question d'organiser des marchés qui sont un peu subventionnés à l'échelle locale pour faire en sorte que tout le monde ait accès à des produits, et notamment les étudiants. Il y a les jardins urbains aussi qui ont été expérimentés à la belle époque à Cuba et qui fonctionnent, tu vois. On peut penser aussi à des tickets, un peu comme des tickets resto, mais en mode agricole, pour pouvoir acheter chez ton maraîcher certifié des légumes, et que du coup, ça fasse un peu une monnaie alternative qui est soutenue par l'État, qui est soutenue par des cotisations, ce genre de choses. Et ça, c'est une question qui est vachement intéressante, vachement enthousiasmante. Il y a plein de trucs à tester, à découvrir, à aller voir comment ils font les autres, tout ça.
Sauf que les politiques aujourd'hui, en Bretagne et un peu partout en général, ils s'en foutent de ça. Les politiques, quand ils voient un gros projet, ils se disent tiens, c'est créateur d'emplois, on va tout faire en sorte pour que ça marche. Ces mecs, ils sont tellement corrompus qu'ils se rendent même pas compte de leur corruption. Donc vivement qu'on mette à la porte tous ces corrompus et qu'on laisse place à un système qui arrivera à produire sainement de la nourriture pour tout le monde. C'est pas compliqué. C'est très noble comme question, mais c'est pas foncièrement compliqué. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Bon, on y va. Bon, évidemment, tout ce que vous avez vu là, c'est un mélange d'opinions personnelles avec un résumé de leur enquête. Mais si tu veux lire, évidemment, je te mets tout en description, c'est vraiment très bien écrit. Et si tu veux soutenir le canard pour qu'il y ait plus de vidéos de ce genre avec d'autres personnes, avec une meilleure régularité, qu'on arrive à se salarier, qu'on arrive à pérenniser la structure pour faire en sorte que le canard soit un vrai média d'éducation populaire dans les Côtes d'Armor et à Guingamp, et je te mets le lien en description aussi, voilà. T'as mais François Ruffin avec son fakir, la Picardie, non mais c'est fini là. Non, tout se passe à Guingamp les gens. Sur ce, des bisous, et puis voilà quoi. À la prochaine!